Bonjour à toutes et à tous, ici Pharo Satus et Yoshibi Enders. On se retrouve pour une vidéo assez spéciale, comme vous le savez. J'ai tendance à faire pas mal de vidéos à vie, et il est temps de le dire. C'est le jour J, après 2 semaines et demie, enfin, ou voire juste 2 semaines. On n'est plus à un jour près avec Warhammer 3. Warhammer 3 est sorti, Warhammer Total War 3, le Total War le plus ambitieux de Creative Assembly. La question c'est, est-ce qu'il était suffisamment ambitieux pour nous ? Et la question, malheureusement, va être d'une tristesse, parce que je trouve que l'ambition, malheureusement, elle est là, mais elle n'est pas placée aux bons endroits. Mais on expliquera ça dans une très longue vidéo, qui va donc résumer ce que je n'aime pas, ce que j'aime, et je vais aussi globalement raconter les mécaniques de toutes les factions. Donc ça va prendre assez long. Si vous voulez pas vous spoiler par contre sur les mécaniques, je vous conseille pas de regarder parce qu'on va vraiment parler de tout en détail. Et donc, Yoshibi Enders, ou comme je l'appelle, Yoshibi Endero, comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va plutôt bien. Pour le moment. On n'a pas encore attaqué les hostilités, c'est pour ça. La dépression n'est pas encore présente. Ce que vous voyez au fond, c'est un rush que j'ai fait avec Petit Vampire de notre campagne sur Warhammer 3, mais on l'a abandonné. Et on vous expliquera aussi pourquoi, j'expliquerai aussi pourquoi dans la vidéo. Donc, nous allons parler de comment on a connu Total War pour commencer. C'est un petit peu un petit rituel que je m'amuse à faire, de placer un peu les bases, de dire, avant de juger, mieux vaut savoir qui est la personne qui juge. Parce que personnellement, quand j'écoute un youtubeur ou un journaliste, j'ai tendance à avoir un regard différent si le mec a connu tous les Total War ou si le mec a juste connu les Total War récents. Voilà. Parce qu'on les connaît, ces youtubeurs qui disent qu'ils ont commencé depuis le premier Total War mais savent pas ce que c'est un arbre généalogique. Bon allez, la pique est passée. Donc moi, mon histoire des Total War est très longue, donc je vais la commencer en premier. J'ai connu les Total War en 2005, de souvenir. Ça va faire 17 ans que je connais Total War. J'ai connu Total War justement à l'époque des bons vieux jeux CD qu'on achetait tous en boîtier et autres. J'avais vu Rome Total War 1 dans un magasin, donc je pense c'est aux alentours de 2005-2004. Et j'avais trouvé la boîte assez stylée, ça parlait de l'Empire romain, et puis je me suis dit, ça peut être cool, alors je l'ai prise. J'ai pris la boîte, j'ai testé le jeu. J'avais jamais vu un style de jeu comme ça avant. En même temps, Total War restait assez unique pour l'époque. Ça l'est toujours un peu autant d'ailleurs. Et ce qui se passe, c'est que je me suis éclaté comme un taré. Et je me suis éclaté sur Rome 1. J'ai passé des centaines et des centaines et des centaines d'heures à massacrer ces couillons de romains avec mon empire grec. C'était vraiment stylé. Et après, j'ai connu les autres Total War. Mais il y a eu une espèce de petite baisse qui est arrivée avec Rome 2, où Rome 2 m'avait un peu déçu sur pas mal de points. Et j'ai repris Total War grâce à Warhammer Total War 1. Pour moi, ça a été un véritable coup de cœur, Warhammer Total War 1, entre la fluidité du gameplay, les mécaniques, le fait que ce que je trouvais un peu débile dans Rome 2 était moins mis en avant. Et bien sûr, ça a été l'apothéose avec Total War 3 Kingdom, et forcément le Mortal Empire de Warhammer 2, où j'ai à l'heure actuelle plus de 1450 heures sur Warhammer Total War 2. J'ai quand même roulé ma bosse sur le jeu, et j'ai quand même un peu tout farfouillé le jeu, arrivé à un stade où je m'ennuyais carrément sur Warhammer 2, parce que j'avais quasiment tout fait ce que je trouvais intéressant. Et Warhammer 3 sort, je suis méga hypé, et voilà. Et toi, mon cher Yoshibi, comment as-tu connu Total War ? Et pas Warhammer, Total War. J'ai connu Total War, de toute façon j'ai envie de te dire, j'ai connu les deux à peu près en même temps, dans la même période, donc pour moi ça change pas grand chose. Quand j'allais dans une structure qu'il y avait dans mon village où il y avait des PC, il y avait des jeux de société, des JDR, Warhammer, effectivement Total War Medieval 2 que j'ai découvert en premier. Puis j'en ai entendu parler à la télé aussi avec notamment Napoléon, qui m'avait donné envie parce que j'avais 8 ans, je crois. J'étais petit. Et après, j'ai réellement commencé à jouer à Total War à partir de Shogun 2. Ça a été, je crois, mon premier Shogun 2, il me semble. À moins que ça soit Empire. Dans tous les cas, il y a 6 mois qui séparent
les différents Total War que j'ai eu parce que j'avais acheté un pack. Ce qui fait que du coup, j'ai testé plus ou moins en même temps Empire, Napoléon, Shogun, Rome. Rome 1. Il y a ce fameux trou, j'ai constaté au niveau de la communauté, il y a ce fameux trou que j'ai remarqué où il y a énormément de joueurs. C'est soit ils ont commencé par Medieval 2, ou soit ils ont commencé par Shogun 2. Je veux dire, il y a un immense trou au milieu. Bah après, c'est- on n'est pas là pour faire un procès sur les autres, mais c'est vrai que Empire et Napoléon sont extrêmement différents en fait, puisque on est vraiment sur quasiment de la distance pure, quasiment pas d'unité au corps à corps ou très peu d'utilité, à mon sens. Enfin, si, ils ont une utilité, mais bref, à part la cavalerie, il n'y a pas grand monde qui se bat au corps à corps. Donc, pour vite répondre à ce sujet, pour moi, le problème d'Empire, c'est pas qu'Empire est mauvais, mais c'est qu'Empire sort après un Medieval 2, et en fait, c'est comme Warhammer 3. Quand Warhammer 3 Mortal Empire aura 3 ans à son actif, je plains le Total War, peu importe qu'il soit historique ou saga, mais je plains le Total War qui va sortir après, qui va subir la comparaison. Et c'est ça le problème, c'est que Medieval 2 a tellement mis la barre haut à l'époque que forcément Empire avait plein de problèmes et les devs, au lieu de les corriger, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti une version patchée standalone qui s'appelle Napoléon. Quoi. Et ça a pas beaucoup passé à certains membres. Quoi. Je veux dire. Ah, ça se concentrait sur une histoire différente. Tu veux une version d'Empire sans bug? Bah tiens, Napoléon, ouais, sauf que c'est pas du tout la même chose en fait. Voilà. Mais en tout cas, dans tous les cas, ça va, t'as commencé avec Shogun 2, c'est très intéressant. D'ailleurs, tu avais connu Warhammer comment d'ailleurs, Total War? Warhammer Total War 1, je ne sais plus trop, j'en avais entendu parler, sans doute par toi et Maître Scarius d'ailleurs. Ça m'avait un peu donné envie, mais j'étais pas plus fan que ça, si ce n'est que l'univers Warhammer, en tout cas à l'époque, s'y m'inspirait quand même plus que maintenant. Mais bon, de toute façon, je savais les limitations de mon PC. Au final, j'ai pu y jouer, j'ai passé un bon petit moment dessus, mais bon, très vite, il y a eu le 2 qui sortait, avec Mortal Empire, et c'est là que je me suis vraiment éclaté. On rappelle, Warhammer Total War 2 sorti 1 an et demi après Warhammer 1. C'était flagrant, je veux dire, on n'avait pas le temps d'apprendre les bases du 1 que le 2 était déjà sorti. D'ailleurs, ça avait fait un peu une petite tollée à l'époque parce que les joueurs historiques étaient arrivés en grande pompe en disant « J'en quitte, c'est scandaleux, pourquoi vous n'avez pas fait une extension du 1 ?» Et quand je vois le 3, bah oui, maintenant je me pose la question de pourquoi ils n'ont pas fait des extensions, effectivement. Ouais, et ça c'est clair. Mais voilà, de toute façon, on n'est pas là pour matraquer Creative Assembly. De toute façon, la vidéo sera en 2 parties. La première où on va tenter d'être le plus objectif possible, et le deuxième où on va parler des vrais problèmes de Warhammer 3, mais vraiment les problèmes qui plombent Warhammer 3. Parce qu'au cas où vous n'êtes pas au courant, on est quand même passé de 160 000 joueurs à à peu près 30 000 à 20 000 joueurs. Et c'est pas parce que la communauté a fait le tour. Hein. Parce que ils ont vraiment perdu, je dirais, le 80% de ces joueurs en l'espace d'une semaine. Et je suis là pour expliquer pourquoi globalement. Et je peux vous dire, c'est la deuxième vidéo, elle va être salée. Elle va être salée parce qu'il faut sortir ce qui va pas. Il faudra sortir ce qui va pas. Mais on va quand même tenter d'être le plus pas neutre, mais le moins violent possible sur la première vidéo. Pas comme ce qui s'est passé avec Hitman 3 où malheureusement, même encore aujourd'hui, j'arrive pas à retrouver des qualités parce que le studio fait tout pour que je le défonce. Mais bon. Donc, Warhammer 3, vu que toi t'as la liste en face de toi, nous sommes à quel point maintenant? Notre expérience sur les Warhammer Total War, la qualité de Warhammer 3 et les petits défauts. Et voilà, donc notre expérience, j'en ai vaguement parlé, hein, j'ai 1400 heures sur Warhammer 2, 241 sur Warhammer 1. Comme j'ai dit, j'ai roulé ma bosse, je pense que j'ai pas besoin de dire grand chose de plus sur Warhammer, et puis Yoshibi a dit ouvertement qu'il a pas beaucoup joué au 1, je crois que le 2 t'as un peu plus joué, je crois que t'as 200 ou 300 heures sur le 2, un truc comme ça. C'est ça, mais après c'est surtout que maintenant je peux y jouer convenablement grâce à mon... Non, même pas, 145 heures sur le 2 seulement.
Mais ça, c'était à cause des limitations de mon PC qui me faisait faire des campagnes dégueulasses. Alors que maintenant. On n'en parlera pas que tu as presque plus d'heures sur le Vortex que sur le Mortal Empire sur le 2, vu qu'on a passé 50 heures récemment ensemble. Mais j'expliquerai aussi pourquoi. Parce que la comparaison entre Chaos Realm et Vortex sera très importante lors de la deuxième partie. Donc, les qualités de Warhammer 3. Alors là, contrairement à Hitman, il y en a beaucoup. Alors déjà, pour commencer, l'interface de dialogue, diplomatie plutôt. L'interface de diplomatie est beaucoup plus agréable. On est sur quelque chose on est sur du Troy tiers, quoi. Hein. Le Total War chez les Troyens. On est vraiment sur la même chose. Hein. C'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup moins casse-gueule. On peut justement mieux commercer avec les IA. On peut mieux signer des traités avec. On a ce système d'allégeance qui a été rajouté, qui est un nouveau système qui permet justement de recruter des unités alliées de notre allié, justement, comme par exemple, si par exemple je joue les contes vampires, mais que j'ai le Vissenland en allié, ben, je peux recruter des tanks à vapeur, par exemple. C'est vraiment ce genre de choses, ça c'est une mécanique qui est absolument insane. Sans parler de tous les bonus qu'on peut avoir, tu as le système d'allégeance, tu peux demander des armées pour jouer les IA. C'est vraiment extrêmement bien foutu. Le souci, c'est que chaque qualité apporte son petit défaut, c'est que la Confédération est complètement ratée. La Confédération était déjà pas terrible dans le 2, mais là elle est encore moins bien, vraiment. Il y a des mèmes d'ailleurs, tellement que la Confédération est vraiment foireux dans le 3. Mais bon, ça encore, c'est pas de chap. Donc en vrai, pas grand chose d'autre à dire sur ce point. L'autre point que je pourrais dire, c'est le rework des sièges. Alors le rework des sièges, c'est pas compliqué. Il y a deux parties pour le rework des sièges. Soit vous trouvez que c'est les meilleurs sièges qu'on a jamais eu sur un Total War, ou soit vous dites que c'est les pires sièges de l'univers de Total War, et que vous regrettez les batailles de plaine de Warhammer 2. Je déconne pas, j'ai vraiment vu des gens le dire ça. Et c'est pas qu'une ou deux personnes, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les sièges sur Warhammer 3. Moi perso, je les trouve très sympathiques, très innovants. En fait, moi je salue surtout l'innovation de la chose. C'est vrai que c'est un peu chiant parce que au final le mur principal de base, en tout cas dans toutes les batailles que j'ai faites, que j'ai été obligé de faire, valait mieux pas que je me focalise là-dessus, valait mieux que je me focalise plus derrière. Mais en même temps, ça permet de changer pas mal de choses et le fait de pouvoir placer des barricades, des tours en plus, etc. Je trouve ça extrêmement intéressant et aussi très bien parce que c'est vrai que on manquait d'options, je trouve, dans les sièges en tant que défenseur. Pas regarder du coup le point principal et tout. Là, c'est en plus, si je me trompe pas, le point principal entre guillemets, il te permet pas spécialement de conquérir la ville. Si, en fait, ils ont repris le système de Three Kingdoms. Ça veut dire que le point principal ne te permet pas de prendre la ville si c'est pas une capitale de province. Si c'est une capitale de province, tu as le système de base où si tu perds le point, tu peux perdre la partie. Ah, c'est que la capitale de province, et évidemment les capitales de province sur Warhammer 3, vous avez le temps de mourir de vieillesse avant d'arriver sur le point, quoi. Donc je déconne pas, hein, la ville est immense. Les villes sont plus grandes que dans Three Kingdoms. Ah ouais, mais là au moins on a plus l'impression de défendre vraiment une ville et pas juste un morceau de truc. Ouais, c'est vrai qu'il y avait cet effet de Warhammer 2 que tu avais l'impression de défendre les bas quartiers. C'était un peu chiant. C'est ça. C'est vrai que là, on a plus l'impression de jouer les sièges comme on nous avait vendu les sièges sur Rome 2. Enfin, pour ceux qui s'en rappellent, il y a eu toute une campagne marketing sur le siège de Rome 2. Comment elle s'appelle cette ville en Afrique qui est super connue là à l'époque romaine, Alexandrie. Carthage. Ah, Carthage. Voilà, le siège de Carthage dans Rome 2 était une vidéo qui avait fait sensation, et en fait in-game le siège ne ressemblait pas du tout à ça. Enfin, pour la simple et bonne raison qu'il bouffait beaucoup trop de techniques et qu'il avait beaucoup trop de problèmes de pathfinding, notamment le fait que tu ne pouvais pas débarquer avec tes bateaux, ce qui fait que tes troupes de débarquement ne servent à rien. Donc voilà.
Ça fait plaisir de voir un siège de cette envergure, de cette taille. Ça fait très impressionnant et ça donne un truc mais vraiment excellent. Pour ce qui est justement le défaut de ces sièges, et ben c'est que l'IA l'IA elle est débile, voilà, l'IA n'arrive pas à défendre, c'est tout simplement, elle ne peut pas. Comme pour Tree Kingdom, elle galère beaucoup trop, ce qui fait qu'on peut facilement la brain, et ce qui fait que au final ça rend les attaques de siège plus faciles. Et voilà, ça c'est le petit défaut malheureusement. Et bien sûr on parlera pas du bug des renforts. Qu'en fait sur certaines maps vous pouvez faire pop les renforts juste devant le point de capture. Voilà, apparemment c'est les forteresses du chaos qui ont ce bug surtout. C'est ce qui est un peu débile. Voilà, mais globalement, moi, perso, c'est les meilleurs sièges que j'ai fait dans un Total War. Bah, franchement, j'ai pas vu mieux. Même le siège de Troie, au final, le siège de Troie qui, je pense, a été la référence. Parce qu'au final, le siège de Troie, c'est quand même une immense forteresse avec des tours intérieures. Sauf que vous ne pouvez pas construire de tours à l'avance et vous ne pouvez pas détruire ces tours, parce que vous n'avez pas d'engin de siège dans Troie. Donc voilà, imagine le cauchemar pour l'apprendre. Ouais. Donc clairement, je pense que la référence est clairement là. Et aussi une référence à Thor Ivresse, qui était le meilleur siège de Warhammer 2. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme qualité qui m'avait marqué ? Le fait que maintenant vous pouvez demander à l'IA de sortir de votre territoire si elle n'a pas de traité d'accès militaire. Le fait que si elle refuse, vous pouvez lui déclarer la guerre sans pénalité diplomatique. Vous pouvez aussi... Qu'est-ce qu'il y avait qui m'avait marqué ? Vous pouvez vous déplacer en mode campement maintenant. Vous n'êtes plus obligé de marcher. Vous n'êtes plus obligé de marcher, faire gaffe de ne pas dépasser 50%, mettre le mode campement. Donc maintenant, vous pouvez marcher en mode campement et je crois que vous pouvez même marcher. Vous ne pouvez pas marcher en mode embuscade, mais c'est déjà ça. Il y a eu un travail qui a été fait. Il y a aussi un travail au niveau des couleurs des maps où ils ont donné un aspect Might and Magic aux maps. On a plus l'impression de jouer à Might and Magic qu'à Warhammer, c'est assez comique justement le design qu'ils ont donné, et je trouve que ça rend super bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent le design de cette map. Moi perso, j'aime beaucoup. Bah après, le truc c'est que au final, au début sur les images, je m'étais dit ouais, franchement ça peut être hyper sympathique. Au final, in-game, je me dis est-ce que c'est vraiment mieux ? Moi je pense surtout que ça a servi à économiser des ressources parce que j'ai vachement l'impression qu'il y a quand même moins de forêts. Donc moins, on va dire, de choses à l'écran. Et en ayant une patte artistique un peu plus douce. Ce qui, au moins, vieillit mieux. Hein, coucou Shogun 2 qui a vachement mieux vieilli Chrome 2. Et qui rappelle un petit peu, je trouve, aussi la patte Tree Kingdom un petit peu. Mais... au final, je sais pas, donc c'est vraiment du 50-50. J'étais plus fan quand même, un petit peu par rapport à l'ambiance générale de l'ancien style graphique, mais je comprends totalement le besoin de réduire un petit peu parce que moins la map coûte on va dire en énergie, enfin, vous m'avez compris. Moins elle est lourde, plus on pourra en avoir une grande, et ça c'est bien. Toujours en avoir une bien grande. Et ouais, donc tu fais référence à Mortal Empire qui devrait être assez quali, surtout avec le data mining, s'il respecte le data mining. Mais bon, moi je dis quand même que pour Mortal Empire, il faut quand même croiser les doigts. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, c'est ma plus grande crainte. Qu'est-ce que nous avons d'autre au niveau de qualité ? Il y avait un truc, mais du coup, vu qu'on a parlé d'autre chose, je l'ai perdu de vue. La coop. Non, la coop, faut en parler de la coop. La coop. Je sais qu'on n'est pas totalement d'accord, mais moi personnellement, je suis trop heureux. Une coop à plus de 2 personnes. Alors, et les tours simultanés, je suis un grand fan, même si je sais que mon cher ami aura des défauts à en dire. La coop ou le multijoueur à 8 en campagne, c'est quelque chose qui est très intéressant, et j'en profite donc pour parler des défauts, hein, forcément. Pour moi, la coop à 8 en
tour simultané, ça a été une libération. Ça a été une libération. C'est fluide, c'est agréable, ça fait plaisir. On a vraiment... Ça rend dynamique, hein, ça rend dynamique. Ceux qui ont eu le temps de voir ma vidéo sur Warhammer 3 avant que je la privatise savent ce que j'en ai parlé. Quand j'en ai dit beaucoup de bien. Mais clairement, par contre, il y a quand même quelques petits défauts. Déjà, le premier défaut, c'est que les campagnes alternatives, surtout la campagne alternative FFA, donc Free for All, hein, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, donc vraiment le fait qu'on se tabasse tous dans une zone, n'est pas adapté à cause d'un système de climat qui n'a rien à faire dans ce mode de jeu. Donc ce qui fait que c'est déséquilibré. Par exemple, si vous jouez le Cathay, vous n'avez pas de malus de climat. Si vous jouez Khorne, vous avez des malus de climat. Donc c'est impossible de vous régénérer. Voilà. Ça c'est quand même important à dire. Et un autre petit défaut, alors pour moi il n'est pas tant grave ce défaut. Par contre, Voka, personne que vous avez sûrement... qui a sa propre chaîne de stream et à qui j'ai déjà fait des vidéos avec lui, notamment la vidéo de Valhalla, il a dit ouvertement qu'il trouve que le système est pas terrible parce que justement, chaque fois que vous avez un event, ça bloque tous les joueurs. Chaque fois que vous attaquez quelque chose, ça bloque les joueurs. Et ça, au final, ça rend justement, ça rend la partie frustrante. Surtout quand vous avez deux joueurs du Cathay qui ont des attaques de caravane, doublées d'un event derrière. Vous êtes tranquillement en train de jouer, vous êtes tranquillement en train de faire votre tour, et sauf qu'avec la latence, et ben en fait tu as le tour du Cathay qui se termine, parce qu'en fait, si vous voyez, il y a un léger problème de latence, ce qui fait qu'en fait, en tant que joueur non du Cathay, vous allez jouer 10 secondes, et là, bim, vous êtes bloqué dans votre action, à cause d'un event d'un joueur du Cathay. Vous continuez à jouer, bim, l'event de l'autre joueur du Cathay s'active, bim, l'attaque de l'event s'active, et bim, l'attaque... perso. Ouais, c'est les débuts de tour en fait par rapport au Cathay, c'est surtout les débuts de tour au final. Voilà, les débuts de tour. C'est la frustration de dire ça y est, je peux jouer. Ah bah attends, faut que j'attende 30 secondes, 30 secondes, une minute pour le temps que les autres fassent leur truc. Donc effectivement, c'est pénible parce que ça peut vite être lourd de se faire interrompre constamment. Mais ça, de nouveau, c'est pas tchable, déjà de 1. Et de 2, par rapport à la qualité, c'est rien. Non, mais c'est vrai que c'est un truc un peu débile. Enfin, qu'il y ait des pop-up qui bloquent tout le monde, je comprends, mais que le pop-up soit là quand la personne veut faire la bataille. Je veux dire, factuellement, si le gars veut faire une auto-resolve, on va pas demander à Jean Troufion qui joue avec toi de dire, ben là, finalement, je veux que tu fasses la bataille. Alors, je crois que tu peux même pas, parce qu'au final, c'est grisé. Donc, ça sert juste à rien. À part en prévention si le gars fait la bataille, mais comme ça arrête le jeu de la même manière, enfin je veux dire c'est vrai que ça s'arrête pour rien. Et pour les events c'est pareil parce qu'en plus en général les events touchent que toi, donc c'est vrai que c'est des arrêts, je comprends pas trop pourquoi. Après peut-être qu'il y a une raison technique derrière, c'est pas impossible. Maintenant, Mais c'est vrai que c'est débile, mais en dehors de ça, moi personnellement, je vois ça comme une putain de libération. Et quand justement on a joué sur le Vortex, ça fait quand même bizarre de revenir à un système où tu joues ton tour et moi je fais rien pendant 2 minutes et après je fais mon tour et toi tu fais rien pendant 10 minutes. Alors après, autre point qu'on peut dire, le retour des discours en début de bataille. Ok, c'est pas Shogun 2 et c'est pas Rome 2 ni Medieval 2. Mais un discours de 10 secondes, on aurait aimé mieux, mais c'est déjà ça. C'est déjà un bon début, et ça sonne du bon pour la suite des Total War. Là, Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? J'en ai eu d'autres qui me sont venus à l'esprit, ils sont barrés entre temps. Comme moi tout à l'heure. Les les factions sont sympas, factions, l'arrivée de la Cathay, du Cathay. On en parlera, les factions, ce sera le dernier point que je parlerai. Ah ok. On parlera après les défauts, les factions, c'est spécial, donc je pense que je vais en parler, j'en parlerai après les défauts, après les petits défauts, j'en parlerai vite fait. Ok. Je crois qu'au niveau des qualités, il y en a encore quelques-unes, mais de nouveau, c'est plus du quality of life, du QOL,
Creative Assembly. C'est vraiment plein de trucs de qualité de vie et autres. Pas de rien de sensationnel au final sur ce qu'il propose, mais c'est ces petites choses qui rendent intéressantes. Il y a le rework du chaos par exemple. Donc quand je dis le chaos, je parle de la corruption. Où maintenant il y a 4 nouveaux systèmes de corruption. La corruption génère pas mal de choses. Les malus sont différents. Ça c'est aussi très intéressant. Et dit corruption chaotique, dit corruption différente en fonction de la corruption. Il y a un gros bug d'ailleurs. Il y a un gros bug au niveau de la corruption parce que vous pouvez passer le 100%. Vous pouvez passer le 100% et ce qui fait que ça peut pourrir vos campagnes. Par exemple, si vous jouez par exemple Nurgle, vous pouvez avoir 100% de corruption de Nurgle, mais si vous avez 100% de corruption de Slaanesh, il n'y a aucun moyen de la descendre en fait, la corruption de Slaanesh. Il y a encore des trucs qui sont vraiment pas au point. Et voilà, je crois que globalement, les reworks aussi de magie, il y a aussi les reworks des vents de magie. Qui les ont rendus beaucoup plus fluides, vous permettent d'en avoir plus, d'en avoir moins, mais vous êtes capé à 100 devant magie maximum. Ça permet d'éviter un trop gros stack, mais j'ai un peu peur pour les comptes vampires par rapport à ça. Globalement, c'est tout. On voit pas d'autres, mais je crois que niveau... Ouais, niveau qualité notable... Voilà. Après, j'ai déjà cité pas mal de petits défauts, et en fait, globalement, il n'y en a pas plus que ça. Les petits défauts, c'est vraiment des tout petits trucs. Il n'y a rien de grand chose que je reprocherai au jeu. Il y a juste, comme j'ai dit, les vents de magie qui me font peur pour les contes vampires. Et globalement, l'IA qui réagit moins bien. Je trouve que l'IA réagit beaucoup moins bien sur Warhammer 3. De nouveau, ça va être patché. Et l'auto-résolution qui est apparemment cauchemardesque si tu joues pas Cathay. Bah écoute, moi pour l'instant j'ai joué que le Cathay. Ah non, j'ai joué un peu démon. Mais voilà. Pour l'instant j'ai pas vu, mais effectivement. Globalement, voilà. Ce que il n'y a pas tant de défauts que ça. Et là, non, le défaut il vient dans la deuxième vidéo. Et là, justement, il me fait, mais Faro, qu'est-ce qui se passe? Tu disais qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Oui. Et ces défauts-là, en fait, sont propres à Chaos Realm, et c'est pour ça que j'en parlerai dans la deuxième vidéo, dans la deuxième partie. Mais d'abord, je vais donc parler des 6 races. On a 6 races sur Warhammer 3. Nous avons donc les 2 races du bien et les 4 races, races du mal, races démoniaques. Donc on va commencer par les races démoniaques et vous expliquer en fait les qualités et les défauts de chaque faction. Donc Slaanesh vous permet de vassaliser des gens, vous permet de donner des cadeaux à vos ennemis qui sont des cadeaux empoisonnés. C'est une faction qui est portée sur la vitesse et sur le contre-flanc. Et il y a une mécanique de cultiste. Après, Slaanesh, j'ai vu globalement ce que ça donne, j'ai pas tant testé que ça, mais il n'y a pas de gros problème avec ça encore. À part qu'il y a une tech qui te nerf. Il y a un bug, en fait, il y a une tech, au lieu de te booster, en fait, elle te nerf et puis elle rend la faction infaisable. Mais Ah merde. à patcher ça. J'ai pas parlé des problèmes d'optimisation aussi, parce que pour moi, je mets tout dans le panier de Chaos Realm, cette histoire. Donc je parlerai globalement des problèmes d'optimisation sur Chaos Realm. Donc Slaanesh, c'est ça. Le problème de Slaanesh, c'est que c'est une faction qui est bien, mais elle a 2 défauts. Le premier défaut, c'est qu'ils n'ont pas rework les vassaux, donc les vassaux restent débiles, ce qui fait qu'ils vont plus te poser problème qu'autre chose, alors que tu dois vivre avec les vassaux. De 1. De 2. Un défaut un peu majeur, Slaanesh ne peut pas vassaliser les factions jouables. Si vous avez joué à Warhammer 2 et Mortal Empire, vous savez que les factions jouables, c'est le 60% de la map. Warhammer 3 aura plus de 5 ans de suivi, donc autant vous dire que Slaanesh, si le rework pas, ce sera de la merde en fait. Ce sera de la merde. En tout cas en termes de mécanique. J'ai vu pas mal de gens se plaindre par rapport à ça. Après on a Nurgle. Qui est une faction qui est surtout très lente, très tanky, et dès qu'elle arrive au corps à corps, elle défonce tout. Et qui a un système de peste. Globalement c'est comme ça qu'est un peu représenté Nurgle. Là, j'ai pas tant de choses à dire, j'ai jamais joué d'ailleurs, parce que j'aime pas du tout Nurgle. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'informations dessus. À part que je trouve que les pestes ne valent pas les pestes Skaven pour le moment, parce qu'apparemment, les pestes sont très vénères que si tu les joues. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, quand tu joues Nurgle, tu vas mélanger plusieurs pestes,
Et en fait, c'est le cumul de ces pestes qui fait que tu vas créer une peste mortelle. Le problème, c'est que l'IA va jamais le faire. Donc, ce qui fait que vous avez l'impression, quand vous affrontez Nurgle, vous avez l'impression que vous avez chopé un rhume. Voilà. Mais bon, c'est un petit défaut, quoi. Tzeentch possède énormément de tirs, est extrêmement fragile au corps à corps, possède des grimoires pour vous permettre d'obtenir des spells, enfin des capacités uniques comme rompre des alliances militaires, stopper une faction entière pendant un tour, ou littéralement prendre une ville pour la donner à quelqu'un d'autre. Tzeentch a l'air très marrant, mais de nouveau, c'est un point que je parlerai plus tard, mais en fait, ils se sont inspirés du gameplay de KO. Sauf que le gameplay rend très mal, parce que KO possède 21 actions différentes, et c'est une action qu'il peut utiliser en un claquement de doigts, avec un cooldown de 10 à 20 tours. Là, c'est pas le cas en fait. Le problème, c'est l'équilibrage. Apparemment, il te faut 50 000 bouquins pour rompre une alliance militaire qui a duré un peu trop longtemps. 50 000 bouquins, apparemment, c'est juste impossible à les avoir en une seule campagne. Juste rompre une alliance militaire. On parle pas de détruire une faction ou autre. Donc je trouve qu'ils auraient dû plus s'inspirer du système de Snitch, de faire telle ou telle action chaque 15 tours, chaque 20 tours, mais au moins pouvoir l'utiliser. Là, je trouve que c'est un peu bordélique et ça ne m'attire pas. Et dernière faction démoniaque, Khorne. Apparemment, Khorne, c'est bourrin, vous pouvez invoquer des OST de sang, enfin des ostes de sang, comme ils disent, qui vous permettent justement d'avoir des grosses armées plein. Vous avez de la recolonisation automatique en fonction de la corruption. Vous ne pouvez pas coloniser, vous avez besoin de crânes pour coloniser, vous pouvez ramasser des crânes sur le champ de bataille. Il y a toute une mécanique, Khorne, c'est violence, bourrin, violence. Ça ne m'intéresse pas du tout. Personnellement, si je suis un peu évasif et que je me dépêche de parler démons, c'est qu'en général, je ne suis pas très fan de jouer démons dans les univers de base. Et je n'aime pas du tout les démons de Warhammer, que ce soit en termes de design, je les trouve pas du tout attirants. Donc c'est pas moi qui va vous donner des informations sur les démons, malheureusement. Par contre, alors là on va pouvoir parler du Katei et du Kislev, parce que le Kislev, j'y ai quand même joué un peu. Le Katei, j'ai fait carrément 2 campagnes complètes dessus. Vous sentez la différence? Le Kislev, c'est pas compliqué. Le Kislev, c'est un système justement d'infanterie hybride, où le 80% du roster est hybride, et vous pouvez justement choisir si ce sont des archers, choisir si ce sont des guerriers. Vous avez un système d'académie des glaces, où vous pouvez envoyer un agent dans une académie pour qu'il puisse apprendre des capacités pour pouvoir le recruter, ce qui est très bien, mais 6 tours c'est quand même long pour recruter ce genre d'agent. Vous pouvez même avoir un seigneur d'ailleurs, comme ça. Vous avez le système des Ataman qui vous donne un petit bonus, vous avez le système de la course aux partisans où vous devez vous battre contre Kostaltyn ou la Tsarine pour prendre le pouvoir. Système complètement repris des frères de Troy. Et vous avez le système des rituels, mais de nouveau les bonus ne sont pas non plus incroyables. Globalement, le Kislev a l'air d'être une bonne faction, une bonne campagne, mais qui demandera un certain challenge. Et pour terminer, on arrive sur le must, le The Faction. Attention, cette vidéo n'est absolument plus objective. The Motherfucking Katei. Le Katei est tout simplement pour moi la meilleure faction que j'ai dû voir dans un Total War, clairement. Ils ont du tir absolument broken, ils ont un système d'harmonie qui permet d'avoir une défense de mêlée de fou, où j'ai très rarement vu sur un Total War une unité autant bien tankée. Ils ont une magie qui n'est pas si dégueulasse que ça, et ils ont justement les sentinelles de terre cuite qui font quand même sacrément le taf, et ils ont une position géographique sur Chaos Realm qui est quand même agréable, avec un mur qui permet de stopper les 3/4 des invasions démoniaques, ce qui fait que sur Mortal Empire ce sera quand même vachement agréable. J'en profite pour rajouter, maintenant que j'ai parlé des Siras, pour parler des 2 petits défauts que j'ai oubliés, qui sont justement le fait que quand vous colonisez, vous n'avez plus d'icône de colonisation comme dans les autres, ce qui est un peu dommage, et quand vous terminez le tour, vous n'avez plus ce petit son qui était propre à la faction. Vous avez toujours les sons
des morts, ou quand un général meurt, ou quand vous finissez de construire, mais vous n'avez plus le petit son quand vous terminez le tour. C'est deux petits détails que les trois quarts des joueurs ne verront jamais la différence, mais c'est important de le noter. Voilà, ça c'est terminé. Donc globalement, Warhammer 3 est quand même un très bon jeu, il est très agréable, mais malheureusement, Warhammer 3 est gâché par sa campagne. Et sa campagne, au final, est ce qui va plomber la totalité du jeu. Ce qui va tellement plomber la totalité du jeu qui fait que les joueurs vont déserter la campagne, que ce soit sur les Discord que j'ai vus, sur les sites, les réseaux sociaux, sur Steam. Le jeu est défoncé de partout. Sa campagne a littéralement gâché le jeu. Et c'est pour ça que c'est important de le savoir. Clairement, pour ceux qui ne veulent pas savoir pourquoi, je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup parlé, Yoshibi n'avait pas grand chose à dire parce qu'il réserve tout pour Chaos Realm. Il a beaucoup de choses à dire sur Chaos Realm. Je dirais juste qu'une chose, si vous voulez jouer acheter Warhammer 3, attendez que Mortal Empire sorte. Vraiment par pitié, attendez que Mortal Empire sorte. Ça ne vaut pas le coup de le prendre à l'heure actuelle. Attendez vraiment que Mortal Empire sorte. Ouais, voilà. Clairement. Et pour ceux qui veulent savoir la note finale, je la marquerai en description parce que je vais encore y réfléchir pour la deuxième partie. Yushibi, si tu as quelque chose à dire avant qu'on parte sur la deuxième partie, vas-y, t'as le champ libre. C'est ton moment. Eh ben, mon moment, pas grand-chose à dire de plus, on est plutôt d'accord sur tout. Puis toi, t'as plus parlé des factions de toute façon, donc j'avais pas grand-chose à dire. Mais grosso modo, ouais, ne l'achetez pas maintenant, parce qu'au final, moi, je rejoue aux deux. J'ai gagné. Je rejoue aux deux, parce que Non, voilà. On vous expliquera long en détail de pourquoi on est reparti sur le 2, parce qu'on avait besoin de rejouer sur le 2 et on avait besoin de faire une comparaison importante avec le 2. Bref, donc on va s'arrêter là. C'était la première partie, c'était Pharo Sedus et Yushibi Enders, et on se retrouve à tout de suite.